Exercice numéro 2. Il s'agit pour cet exercice de calculer les fonctions de demande marshallienne. Donc ici, on va être amené à écrire le programme du consommateur et ensuite à chercher l'optimum. On pourra ensuite déterminer les quantités consommées puisqu'on nous donne dans l'énoncé le prix du bien 1, le prix du bien 2 et le revenu. On s'interrogera pour savoir quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait une solution de coin. On cherchera à voir si c'est possible dans un premier temps et si c'est possible, sous quelles conditions. Et puis dans un dernier temps, on s'interrogera sur l'évolution de l'équilibre si à la fois le prix et les revenus sont divisés par 3. Pour déterminer les fonctions de demande marshallienne, il va falloir écrire le programme du consommateur et il va falloir ensuite résoudre ce programme. Pour résoudre ce programme, on sait qu'on va utiliser une propriété qui est le fait que le TMS est égal au rapport des prix. Il faut donc calculer le TMS et pour calculer le TMS, on a besoin des utilités marginales. Donc on va faire un petit calcul préalable, le calcul des utilités marginales, avec une fonction d'utilité qui comporte des logarithmes. La fonction d'utilité dans cet exercice s'écrit donc 5 ln de x1 plus 1 plus ln de x2. Alors, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ici, la dérivée de l'utilité marginale du bien 2, c'est peut-être la plus simple, je vais commencer par celle-ci, c'est donc 1 sur x2. On a ici 5 ln de x1 plus 1. Donc ici, en fait, on va dériver ln de u, et donc la dérivée de ln de u, c'est 1 sur u. Donc on va obtenir 5, le paramètre 5 est conservé, multiplié par 1 sur x1 plus 1. On a donc nos deux utilités marginales qui vont nous permettre de résoudre le programme du consommateur. Le programme de ce consommateur s'écrit de la manière suivante. Le TMS est égal au rapport des utilités marginales et est égal au rapport des prix. Le revenu est égal à la dépense en bien 1 plus la dépense en bien 2. Alors, on remplace l'utilité marginale du bien 1 par la valeur qu'on a trouvée précédemment et l'utilité marginale du bien 2 par la valeur qu'on a trouvée également juste précédemment. C'est toujours égal au rapport des prix. On fait la résolution et on obtient les deux fonctions de demande marshallienne qui sont ici. Alors, détail de la résolution, on avait le rapport des utilités marginales qui était égal au rapport des prix. Alors, j'ai commencé une première modification en deux temps. Mon but ici, ça va être d'isoler x1. Donc ici, je multiplie le numérateur par 1 sur x2, donc l'utilité marginale du bien 2. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais permuter ces deux membres des deux fractions. Donc ici, je vais retrouver P1, 1 sur x2, et puis ici, x1 plus 1. Je vais ensuite simplifier cette fraction-là, donc la réécrire sous cette forme-là. L'idée ici, c'est que je vais donc multiplier par P2 à gauche et à droite, ce qui va me permettre de rajouter le P2 ici. Et puis ensuite, je vais pouvoir ici simplifier un petit peu l'écriture en multipliant par l'inverse. Au lieu de diviser par P1 sur x2, je multiplie par x2 sur P1. L'intérêt de faire ça, c'est que je vais pouvoir maintenant tout écrire sur une même fraction. Et ici, le plus 1, je vais donc soustraire 1 de part et d'autre de mon équation de manière à isoler x1. Alors comme je sais que le x1, la valeur de x1, je vais la réinjecter dans ma deuxième équation, je ne vais pas m'arrêter là, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc ici, je mets toutes les écritures au même dénominateur, ce qui me permet d'obtenir cette fraction. L'intérêt, c'est que cette fraction que j'ai là, je vais maintenant la réinjecter dans la seconde. Et ici, les P1 se simplifient. Donc le revenu sera égal à 5P2X2 moins P1 plus P2X2, c'est-à-dire 6P2X2 moins P1. Mon but, c'est d'isoler X2. Donc ici, je vais garder à droite le X2 et donc je vais supprimer tout le reste. Donc ici, on va avoir 6P2, on va diviser par 6P2, donc je le fais également ici à gauche. Et puis le moins P1 que je vais supprimer en faisant plus P1 à droite, donc plus P1 à gauche également. L'intérêt de faire cela, eh bien, c'est de pouvoir écrire toute cette écriture en isolant X2. Et j'ai bien X2 qui est en fonction du revenu et des prix. Donc là, j'ai obtenu la première fonction de demande marshallienne.
Cette demande marshallienne, je la réinjecte dans la première écriture qui était restée un petit peu en stand-by. Donc ici, je réinjecte ce résultat dans cette équation-là. Je vais tout mettre au même dénominateur pour pouvoir tout mettre sur une seule fraction. C'est ce que je fais ici. Et puis ensuite, on voit qu'ici, on peut un petit peu simplifier. On obtient 5R moins P1 sur 6, le tout divisé par P1. Donc ça nous fait 5R moins P1 divisé par 6P1. Et ici, j'ai bien écrit X1 en fonction du revenu et des prix, ici à savoir 2 fois P1. J'ai donc là aussi obtenu ma deuxième fonction de demande marshallienne, qui s'écrivent donc sous cette forme-là. Dans l'énoncé, on nous donne les valeurs de P1, de P2 et de R. Donc je suis capable maintenant de calculer à partir de ces fonctions de demande marshallienne la valeur de X1 et de X2, autrement dit les quantités qui vont être consommées en bien 1 et en bien 2 par le consommateur. Donc on remplace tout simplement dans les écritures qu'on avait ici et on s'aperçoit que X1 est égal à 0, X2 est égal à 1,5. Autrement dit, on a bien ici une solution en coin ou une solution de coin qui est caractéristique du fait que le consommateur décide de ne pas consommer un des biens. Ici, le consommateur décide de ne pas consommer le bien X1. Alors on va essayer d'étudier un petit peu cette situation de solution de coin. Donc on a trouvé que la fonction de demande marshallienne en X1 s'écrivait 5R moins P1 sur 6P1. Et donc pour qu'il y ait une solution de coin, il faut que X1 soit égal à 0. Alors pour que cette fraction-là soit égale à 0, il faut que le numérateur soit égal à 0, autrement dit que 5R moins P1 soit égal à 0. On isole le revenu, et ça veut donc dire qu'ici, on va avoir un revenu qui, lorsqu'il est inférieur ou égal à P1 sur 5, génère une solution de coin. Autrement dit, ça veut dire que si le revenu est supérieur à P1 sur 5, eh bien à ce moment-là, l'individu consomme du bien 1. Par contre, si le revenu est inférieur à P1 sur 5, alors l'individu ne consommera pas du bien 1 et X1 sera égal à 0. On aura bien une solution de coin. Alors on pourrait se dire, très bien pour X1, est-ce que pour X2, on peut aussi avoir une solution de coin? Donc X2 s'écrivait sous cette forme-là, on l'a calculé précédemment, et on va rechercher ce qui se passe si jamais X2 est égal à 0. Eh bien cela signifierait que R plus P1 est égal à 0, autrement dit que R est égal à moins P1. Donc le revenu est positif puisqu'il s'agit d'un revenu, un prix est positif puisqu'il s'agit d'un prix. Donc ici, ça voudrait dire que soit le prix, soit le revenu serait négatif. Compte tenu des hypothèses d'étude d'un consommateur, eh bien, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas avoir de solution de coin pour X2 et donc le consommateur consomme forcément du bien X2. Conclusion. Conclusion, eh bien, notre consommateur va, lorsqu'il a un revenu qui est entre 0 et P1 sur 5, commencer de consommer du bien 2, qui va être pour lui un bien prioritaire. Puis, lorsqu'il estimera qu'il a un revenu qui est suffisant pour ce consommateur-là, ça veut dire supérieur à P1 sur 5, alors le consommateur se met à consommer du bien 1. Dernière question, que se passe-t-il si le prix et les revenus sont tous divisés par 3? Eh bien là, en fait, on ne va pas se lancer dans des calculs. Vous pouvez refaire les calculs si vous le souhaitez pour vérifier. Mais puisque les prix et le revenu sont divisés par le même coefficient, donc ici 3, les fonctions de demande vont rester les mêmes. En fait, ce qui change, c'est que eh bien, l'individu est 3 fois moins riche puisqu'il a un revenu divisé par 3. Par contre, la notion de richesse ici ne signifie pas qu'il a un pouvoir d'achat qui va être diminué. Le pouvoir d'achat de cet individu n'a pas changé puisque les prix sont également divisés par 3. Donc en fait, on voit bien ici toute l'importance pour un économiste de réfléchir en prix relatif, P1 sur P2, et également de réfléchir non pas uniquement par rapport à des données nominales, mais par rapport à des données réelles, c'est-à-dire en comparant vraiment le pouvoir d'achat d'une unité monétaire.